Après avoir acquis les connaissances, après avoir parcouru toutes les épreuves de son chemin initiatique, le mat fait aujourd'hui son entrée dans le grand monde. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alentelli, le mat au soleil. J'espère qu'aujourd'hui vous avez particulièrement la forme parce qu'on aborde la dernière lame numérotée majeure du tarot de Marseille, le monde. Alors le monde, c'est l'arcane 21, nombre 21, nombre magique par excellence. 2 plus 1, 3. On pense à l'impératrice qui vibrait en 3. On pense au pendu, 1 plus 2, 3, qui vibrait en 30, lui, l'étage au-dessus. Là, on est à 2 plus 1, 3, qui vivent non plus en 30, mais en 300. Imaginez la puissance créatrice de l'impératrice multipliée par 100. Là, on atteint des sommets de magie, de créativité, de création, d'intellect. C'est un chiffre magique par excellence. Si on fait la somme des chiffres de 1 à 21, on obtient 231. Et dans le Sefer Yetzira, qui est un texte attribué à Abraham, mais très certainement plutôt écrit au IIIe siècle, mais enfin que les kabbalistes connaissent bien, 231, donc la somme de tous ces nombres-là, c'est les 231 portes de l'esprit. Donc on voit bien que ce chiffre, il appelle vraiment à un royaume incroyable, où il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de découvertes à faire. C'est un royaume dans les hauteurs, là on est vraiment au sommet du gratte-ciel, hein, avec l'arcane 21. On pense, comme je vous le disais, au pendu, qui lui est 1 et 2, et le pendu, quand on regarde bien, ça je l'explique déjà dans l'âme du pendu, puis on voit bien qu'il y a des grosses similitudes entre le pendu et le monde. Si on retourne le pendu, bien on voit qu'il y a presque un miroir, à part évidemment les détails, puis les choses qui les différencient, dont je parle dans l'arcane du pendu. Je vous invite à regarder cette vidéo sur le pendu, où j'explique cela. Mais dans la vidéo du pendu, je disais aussi que la papesse couvait un œuf, couvait l'œuf de ses connaissances, qu'elle gardait pour elle, comme ça. Et puis dans le pendu, je vous disais, bien, l'œuf, le voilà, c'est le pendu, l'œuf que couvre la papesse. Eh bien, l'arcane 21, c'est l'œuf, mais éclos. Ici, il y a eu l'éclosion, il y a l'apparition de ce personnage qui est vraiment, qu'on appelle souvent l'androgyne du monde, hein, par rapport à certainement Hermaphrodite. Hein, Hermaphrodite qui était le fils de Hermès, hermétisme, et Aphrodite, qui est un adolescent qui va se baigner dans un lac, et il y a une naïade qui s'appelle Salmacis, qui tombe amoureuse de lui, tout simplement, et qui veut s'unir à lui, lui refuse. Donc elle en appelle au dieu, parce qu'elle a des connaissances, et il y a un dieu qui les fusionne, si vous voulez, qui l'écoute tellement qu'il les fusionne, donc ils se retrouvent complètement imbriqués l'un dans l'autre, comme ça Hermaphrodite est fusionné avec Salmacis. Ça a donné après l'hermaphrodisme, évidemment, qu'on connaît avec les personnes qui naissent avec les deux sexes. Voilà. Et dans le banquet de Platon, Platon revient là-dessus en parlant il dit qu'autrefois il y avait des gens qui possédaient les atouts féminins et masculins et que ça leur conférait un immense pouvoir, que Zeus s'en est rendu compte et donc il les a brutalement séparés par la force, ces personnages-là. Donc il y a toute cette mythologie-là qui revient et on voit qu'ici ce personnage ressemble beaucoup plus à une femme qu'à un homme. On dit souvent que c'est l'hermaphrodite ou que c'est l'androgyne du monde. Mais c'est pas surprenant que dans le tarot de Marseille, on ait placé une femme ici, au centre de cette mandorle. Voilà, dans ce tétramorphe, hein, le tétramorphe, on le retrouve au fronton de certaines églises ou certaines cathédrales, notamment à Chartres, mais d'habitude avec évidemment le taureau ou le bœuf, le lion, l'ange et l'aigle, on retrouve exactement la même chose, mais ici c'est le Christ. Le tarot, lui, dans son côté souterrain, ben, il nous explique que la solution, c'est le féminin. C'est-à-dire que, quelque part, il y a une critique dans le tarot de la décision
phallocratique, on va dire, machiste de l'Église catholique romaine, d'exclure les femmes tout simplement de la religion. On disait même qu'il y a quelques siècles seulement que les femmes n'avaient certainement pas d'âme, etc. Ce qui n'est pas du tout dans ce que disait Jésus. Marie-Madeleine, Marie, Sarah, etc. On voit bien qu'il était entouré de femmes et que ce n'était pas du tout sa conception des femmes. C'est l'Église catholique romaine qui, au fil du temps, a pris le pouvoir, voilà, un pouvoir patriarcal sur l'Église, jusqu'à même interdire aux femmes la prêtrise. D'ailleurs, on voit que la mandorle ici, elle est en laurier, hein, qui était un vrai symbole cathare, ça, cette mandorle en laurier comme ça, les cathares qui, eux, donnaient aux femmes le droit d'exercer l'office dans leur religion cathare, qui était beaucoup plus proche des enseignements du Christ de départ que ce que l'Église catholique en a fait après. Alors si vous êtes catholique, ne vous offusquez pas ce que je dis, c'est vraiment le message qui est dans le tarot de Marseille, c'est les secrets qui sont contenus dans le tarot de Marseille, qui sont quand même iconoclastes et qui montrent que quelque part il y a la moitié de l'humanité qui est oubliée depuis des siècles et des siècles dans l'histoire, dans la création, dans la reconnaissance qu'on peut apporter. Et ces tarots-là, ils sont très modernes de ce sens-là, parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis très peu de temps, en fait. Hein. C'est-à-dire ce côté, les hommes, n'oubliez pas votre part féminine, les femmes, n'oubliez pas que vous avez une part masculine, et puis cette frontière qui a été totalement une vraie barricade entre les hommes et les femmes, qui a été faite par les hommes, hein, bien sûr, qui ont enfermé les femmes dans un rôle de mère, qui ont enfermé les femmes dans un rôle simplement de matrice, d'enfant, si vous voulez, et quelque part une catastrophe pour la philosophie humaine. Hein. Donc c'est ce dont nous parle tout le temps le tarot, qui est vraiment... même s'il est dans un esprit ancien, et tout sauf phallocrate, hein, est vraiment en train de nous expliquer. Il nous parle aussi de la déesse mère, si vous voulez, des anciennes religions, comme les religions nordiques, comme les religions égyptiennes, etc., les anciens dieux de Mésopotamie, Ishtar, la déesse Ishtar, qu'on peut tout à fait retrouver dans ce personnage-là. Le tarot, il nous explique vraiment qu'il faut oublier quelque part cette séparation qui a été faite entre le féminin sacré, et le masculin sacré. C'est-à-dire que c'est bien l'union, c'est bien l'hermaphrodite du monde, c'est-à-dire que l'énergie qui peut se diffuser dans le monde, l'énergie qui peut faire évoluer l'humanité, elle vient bien des deux sexes, elle vient bien des deux énergies féminines et masculines. Elle ne les nie pas, ces énergies, elle ne nie pas la différence, mais c'est bien dans l'union de ces deux énergies-là que le progrès, que l'élévation spirituelle peut se faire. Et c'est un peu ce qui est en train d'arriver dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, ce qui est loin d'être le cas encore dans beaucoup de sociétés. Mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une question que terrestre, mais c'est un des combats majeurs que l'égalité femmes-hommes. Et on retrouve ça vraiment dans le tarot de Marseille, qui place même un être qui est... Quand on voit cet être-là, on se dit plutôt qu'hermaphrodite, on se dit plutôt que c'est une femme qui place une femme au centre de la mandorle dans laquelle devrait être le Christ. Hein, on voit même ici son écharpe, hein, qui peut être le serpent de la Genèse, qui est maintenant associé à cette femme, c'est-à-dire qui est intégré, accepté. Hein, c'est-à-dire qu'on revient sur l'idée que tous les malheurs viennent de la femme. Ici, on voit même qu'on lui met un serpent autour du corps pour dire que c'est son animal de compagnie et que c'est très bien comme ça. Hein, c'est même mis en mandorle et au centre, en majesté.
Donc on voit bien à quel point le tarot est facétieux, il est iconoclaste. Ici, ce serait quasiment le noyau, hein, cette hermaphrodite centrale ici, est le noyau du fruit défendu. Donc évidemment, quand ce tarot a été créé à ses départs, à ses débuts, voilà, c'était un vague jeu de cartes, et puis il fallait pas que ça attire trop l'attention, mais les correspondances sont absolument évidentes, et il a été transmis de génération après génération, siècle après siècle. Personne n'en connaît l'auteur, ou les auteurs, personne ne sait vraiment d'où il sort, d'où il vient, donc il est vraiment là pour nous raconter quelque chose sur nous-mêmes. Il y a un message, quoi, là-dedans, hein. Chacun de nous porte en lui ce monde-là. Et puis pour revenir au nombre 21, 21 fait penser à l'inverse au pendu. Et on voit que dans le pendu, il exprimait une relation avec son intériorité, l'introversion, l'introspection. On voit que ici dans l'arcane 21, c'est l'extraversion, c'est la relation avec le monde extérieur qui s'exprime. L'œuf, il a éclos. Donc on voit que un œuf, ça comporte dans le symbole comme ça tous les éléments. On a vraiment la coquille qui serait la terre, on a le blanc qui serait l'eau, on a le jaune qui serait le feu. Puis il en manque une, c'est la petite membrane qui est entre la coquille et le blanc. Vous savez, cette petite membrane qui se détache, qui parfois est un peu désagréable, qui serait l'air. Et on retrouve bien cela dans cet œuf qui est ici, d'où a éclos cette androgyne du monde, et on voit bien la terre, le feu, l'air et l'eau, avec ces symboles ici, ce tétramorphe, comme je disais, qui est sur les frontons des églises, très souvent avec le Christ au milieu. Et bien ici, on peut reconnaître aussi les signes du zodiaque. On voit ici le taureau, on voit ici le lion, on voit ici le scorpion, qui est symbolisé ici par un aigle, et on voit ici l'ange, qui est le Verseau. Et quand on regarde bien, on voit que ce sont les 4 signes fixes, c'est-à-dire qu'ils se font face, hein. Le taureau fait bien face au scorpion, le lion fait bien face à l'ange. Mais là, on voit la roue zodiacale, et on voit ces 4 signes fixes du tarot de Marseille, qu'on appelle les signes fixes du tarot de Marseille, de l'astrologie, qui se font face, avec bien sûr les 4 évangiles, évidemment, avec Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Luc et Saint Marc, hein, le lion. On voit que le lion ici, si on regarde de près, il a une petite patte de mouton. Vous avez dans cette mandorle ici, qui ressemble beaucoup au symbole cathare, comme je le disais, qui a des 8, vous voyez, entrelacés ici. D'ailleurs, sur ce tarot-là, on peut même apercevoir un œuf encore ici, hein, pour signifier qu'elle est sortie de l'œuf, si vous voulez. Ça, vous ne le trouvez pas forcément dans tous les tarots. Et puis ces 8 infinis qui sont en haut et en bas et qui ferment cette mandorle, montrent que voilà, il y a de l'infini vers le bas, il y a de l'infini vers le haut, il y a l'astronomie et l'immensité de l'univers, et puis il y a toute la partie quantique qu'on appelle aujourd'hui, qui est vraiment l'infini vers le bas, l'infini vers le plus petit. Donc on va vraiment d'un bout à l'autre, comme si les tarots savaient déjà tout ça, hein. On voit que cet hermaphrodite-là, ou ce personnage en tout cas, il est posé sur un socle souvent rouge ici, comme je l'ai moi. Vous n'avez peut-être pas forcément le même, il y a certains, même dans les vieux tarots, où on voit derrière des bâtiments. Ici, c'est la Jérusalem céleste, hein. Ça veut dire que ce personnage, il est en dehors de la terre, hein. Lui, il est dans les hauteurs. C'est sûrement d'ailleurs la seule lame qui est purement céleste. Dans les autres lames, vous aviez souvent un personnage, même l'ange, hein, même le tempérance est posé sur terre. C'est un personnage qui peut voler, qui est un personnage céleste, mais qui vient se poser sur terre encore pour pouvoir apporter aux hommes son message d'équilibrage. Mais ici, c'est sûrement la seule lame qui se trouve purement céleste, hein, du tarot de Marseille. Toutes les autres, il y a du sol, il y a des choses. Ici, il y a quand même des herbes sur celui-ci, il y a du rouge. C'est pour montrer, voilà, ces 2 personnages sont quand même plus terrestres, hein, mais ils sont quand même là-haut, quoi, hein. Donc il y a du rouge, il y a des plantes, mais ce sont une sorte de jardin céleste, plein d'énergie, plein de feu, hein. On voit vraiment qu'il y a ici il y a du feu, il y a le feu du lion, et puis il y a le côté terrien du bœuf.
mais ce n'est pas au sol, ils ne sont pas posés sur le sol de la terre, ils sont ailleurs. L'ange ici, et l'aigle, on voit qu'il n'y en a qu'un sur mon tarot à moi, hein, mais ça dépend des tarots ça, qui n'a pas de... Comment ça s'appelle? D'auréole. Qui n'a pas d'auréole, j'espère que j'en ai pas, qui n'a pas d'auréole. C'est parce que c'est vraiment pour montrer que c'est le bœuf qui représente le symbole de la terre. On peut y voir aussi dans ces trois animaux et dans cet ange ici, et bien tout à fait les arcanes mineures qui arrivent. Ici on a le denier avec le bœuf, ici on a le bâton avec le lion, on a l'épée avec l'aigle et on a la coupe avec l'ange. Donc on va voir dans les tarots de Marseille les 4 familles déjà qui arrivent des arcanes mineures. Ça préfigure les arcanes mineures qui arrivent. Je sais ce que certains vont me dire, les arcanes mineures n'ont pas été créées en même temps que les arcanes majeures, tout ça. À vrai dire, on n'en sait pas grand chose, donc voilà. Autrement, ici, il y a autre chose aussi, c'est comme je vous disais, cette écharpe qui est ici, qui nous montre bien qu'il y a 3 signes des animaux, si vous voulez, qui sont vivants ici, dans le sens de chair, et puis il y a un ange qui lui est ailleurs, donc voilà pourquoi les 2 couleurs ici, hein. Ça correspond à ça, puis ça correspond à ça. C'est pour nous montrer aussi qu'il y a un chemin. Le tarot de Marseille se lit de gauche à droite et de bas en haut, toujours. Donc vous avez, quelque part, moi je classe mes tarots comme ça. C'est ma façon à moi de les classer. Vous voyez vous comment vous voulez le faire. Moi je les classe denier, bâton, épée, coupe. Pour moi on arrive au Graal à la fin. Et puis on commence par la partie terrestre, en passant par le feu, c'est-à-dire les énergies primordiales, les énergies d'action. On accède à l'intelligence, on met en place sa pensée, et puis ensuite la coupe, l'émotion, on vit ses émotions, on atteint le Graal. Donc pour moi ça me paraît logique de les classer, denier, bâton, épée et coupe. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire la manière dont vous les classez. On peut les classer de plein de manières différentes. Il y en a qui font, que je dis pas de bêtises, bâton, coupe, denier, épée, parce que ça fait BCDE. Donc ça leur permet, mais bon, moi ça me parle moins, donc j'aime bien voir dans cette lame-là la manière, je pense que cette lame nous explique tout le tarot de Marseille. C'est vraiment comme un plan, vous savez, d'évacuation, où on nous explique vraiment tout le bâtiment, comment ça marche, comment c'est construit, dans quel sens ça tourne, etc. Pour moi cette lame elle est très complète. On voit que le socle rouge ici, il est très labouré évidemment. Elle a l'air de flotter, hein. On sent bien que c'est pas avec son petit bout de pied qu'elle tient debout dans la position où elle est, hein. Elle est très aérienne cette personne qui est ici. Elle a dans sa main gauche comme le battleur son bâton, hein. Donc là on passe vraiment du battleur au monde et on retrouve ça totalement. Je vous invite à voir également sur le battleur, j'en dis des choses. Et puis de l'autre côté, elle a certainement son petit élixir de vie ici, hein. Ou alors quelque chose pour oindre, c'est-à-dire une huile magique, ou alors son élixir de vie, c'est-à-dire la pierre philosophale, mis dans un liquide pour la vie éternelle dont elle nous parle ici. Donc il y a ce côté vraiment circulaire, recommencement. Là on est vraiment dans la partie initiatique du tarot de Marseille, c'est pour ça que je m'attarde un peu là-dessus, mais il peut y avoir évidemment, il y a vraiment un sens qui va être beaucoup plus mesuré, équilibré, positif, négatif, etc. en divination. C'est pas une lame qui va que vous parler de grandes réalisations, de belles choses, etc. On peut y voir plein d'autres choses, et j'y viens. Et puis je vous disais tout à l'heure qu'elle me faisait penser à la déesse Ishtar, j'ai pas précisé, ça me revient. La déesse Ishtar, c'était une déesse mésopotamienne, et qui, quelque part, avait le moyen alors c'était une déesse également de la guerre, c'était une déesse de beaucoup de choses, hein, de la sexualité, mais c'était une déesse qui avait le moyen de créer des opposés, c'est-à-dire de provoquer des inversions. Alors des inversions de sexualité aussi, comme par hasard. C'était une déesse qui brisait des interdits, et puis qui savait arracher la femme à la tutelle des hommes. Donc c'était en Mésopotamie, il y a
vraiment longtemps. Hein. Donc, et cette déesse, on la voit encore présente dans beaucoup sur beaucoup de temples de cette région-là, qui est vraiment un des berceaux de l'humanité, la Mésopotamie. Donc on retrouve ça, quoi. Et le monde, quand on parle du monde, c'est un mot qui peut vouloir dire plein de choses, le monde. Ça peut vouloir dire la terre, l'univers, il y a du monde, il y a les gens. Il y a le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, le monde des arts, voilà. C'est un mot qui est employé en fait pour parler de tellement de choses que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que c'est pas que le monde, la terre bien sûr, hein, comme il faut le prendre. C'est le monde dans toutes ses acceptions. C'est ce mot un peu bateau comme ça que l'homme emploie pour parler de tout. Hein, et pas seulement en français, hein, bien évidemment. Après, évidemment, dans un sens plus négatif, et là plus en divination bien sûr. Faut pas hésiter aussi à y voir des choses. On voit ce personnage qui est central comme ça dans une mandorle, donc c'est un personnage avec des personnages autour, donc qui est en réussite, donc c'est une lame qui parle de réussite. Mais en divination et avec les cartes autour, ça peut parler d'un personnage qui est enfermé, hein, qui est enfermé dans son image par exemple, qui est observé par les autres, qui est au centre de quelque chose et qui ne peut plus s'en sortir, qui est cerné comme ça. Ça peut être au travail, on est au centre de l'attention, on nous demande beaucoup trop de choses, on ne peut plus s'échapper. Ça peut être une dépendance aux forces extérieures. On ne peut pas sortir parce qu'on est trop dépendant aux forces extérieures. On est enfermé dans un carcan. Hein. Donc ça peut être... On est enfermé dans une image d'Épinal, si vous voulez. C'est comme ça qu'on veut être vu, qu'on a toujours voulu être vu, c'est comme ça qu'on est vu, on ne peut plus s'en sortir. C'est comme vous voyez, un acteur qui a fait une série à la télé et puis il fera jamais plus de cinéma parce qu'il est trop associé à cette série. Après, il a plus de rôle, alors qu'il est hyper célèbre, hyper connu, hyper riche, mais il ne trouve plus son bonheur. On peut être enfermé dans une image. Ça peut parler aussi un peu de se mettre au centre tout le temps, d'égocentrisme. Tout ça, c'est en divination, évidemment. C'est être vu nu dans la rue. Vous savez, ces rêves où on se retrouve nu dans la rue. Ce qu'on ressent à ce moment-là. Ça peut parler de ça. Cette idée que... donc il y a une partie de sexualité où on a des fantasmes non assouvis. Donc il y a quelque chose qui fait que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas assumé, quoi, qui n'est pas assouvi. Ça peut parler d'orgasme féminin, comme la tour qu'on voyait dans l'arcane 16 pouvait parler d'orgasme masculin. Alors en bien, en mal, c'est-à-dire des problèmes d'orgasme, de frigidité chez la femme et chez l'homme, hein, ou des problèmes de... Je ne sais pas si on dit frigidité pour l'homme, mais pourquoi pas, hein, après tout, pas de raison. Ou de l'impuissance, voilà. Ou des problèmes au contraire d'être dépendant de cet orgasme. Donc il y a aussi toujours cette part sexuelle hein, dans les tarots de Marseille qui peut se retrouver. Voilà. Mais autrement, ça peut bien sûr en positif parler de popularité, de bonheur accompli, total, de travailler en collectif, voilà, de savoir unir les autres avec soi pour pouvoir créer quelque chose, d'accomplissement, un lauréat, quelqu'un qui a gagné quelque chose, ça peut être une entreprise avec des succursales. Donc est-ce que je vais être muté par exemple? Des fois cette lame elle va montrer que vous allez au siège. C'est un exemple qui me vient comme ça, hein. Mais je veux dire en divination tout vient. Ce qu'il faut c'est écouter ce qui vient et puis savoir que c'est vrai, savoir que c'est ça. Les mondanités, hein, passer son temps dans les cocktails et les machins, les mondanités. Ça peut parler d'un grand voyage. Alors ça, c'est pas un petit voyage, c'est un grand voyage. Vraiment un tour du monde ou vraiment d'aller très loin dans des zones à l'autre bout du monde. Il y a vraiment cette notion-là qui peut venir. Ça parle de chance aussi. Hein. C'est une lame qui, parfois, dans un tirage, peut dire que c'est là où il faut être. C'est la chance. Ça peut parler des réseaux sociaux, parfois.
c'est-à-dire le fait d'être se mettre en communication comme ça lointainement avec d'autres, de partager voilà, les amis Facebook, les amis YouTube, les abonnés, les vues, etc. Voilà, ce qui finalement n'a pas grande importance. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux cette vidéo si vous pensez qu'elle est bien, et à vous abonner, et inciter vos amis à vous abonner, et puis mettez des commentaires, ça fait monter mon... Voilà. Mais tout ça n'a qu'une importance, bien évidemment. Pas d'égocentrisme. Le personnage, on voit qu'il est connecté là, de toute façon, aux 4 autour. Hein. Donc ça veut dire qu'il est connecté avec sa partie terre, sa partie feu, sa partie eau, sa partie air. Ça veut dire qu'il est connecté avec son denier, avec son bâton, avec l'épée, avec la coupe. Ça veut dire que ce qu'il y avait sur la table du battleur, et dans ses mains, il avait bien le battleur, le bâton, le denier, l'épée, la coupe. Mais c'était des gobelets, enfin c'était un gobelet, un petit tatamé, un petit épée comme ça, enfin voilà. C'était des objets. Là, ce sont devenus des êtres vivants. Donc là, c'est vraiment en marche, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance qui est vraiment active, qui est vivante, avec laquelle ce personnage peut communiquer, et ce qui lui permet des relations dans le monde, une créativité importante. Donc ça parle beaucoup dans cette lame aussi. Puis le monde, c'est vraiment souvent un aboutissement, c'est souvent la pensée et le monde à l'unisson, c'est soi et le monde, quoi, en parfaite relation. Ça peut vraiment souvent parler de ça. On voit par exemple que dans l'arcane 18, donc la lune, on peut dire que le petit battleur qui a fait son chemin, ou le petit mat qui a fait son chemin, il est devenu sensible, vraiment. On voit que dans le soleil, il est devenu intelligent. On voit que dans le jugement, il est devenu intègre. Ici, c'est la maîtrise de ses émotions, de ses énergies de création, de ses instincts, et puis c'est la maîtrise de ses émotions et puis de son intelligence. Donc ici, c'est la maîtrise un peu globale. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est rester enfermé dans sa coquille, qui peut sortir là-dedans aussi, c'est-à-dire un personnage qui, vous savez par exemple le syndrome d'Asperger, ou des gens qui n'ont pas ce syndrome-là autistique, mais qui sont trop dans leur bouquin, trop enfermés, et qui finalement ne communiquent pas autour les choses, qui finalement ont une connaissance assez restreinte du monde parce qu'ils ne l'ont que par les œuvres, que par les choses abstraites. Et puis c'est aussi, on peut y voir aussi l'Ouroboros, vous savez, l'anima mundi, serpent qui se mord la queue, hein, c'est-à-dire la puissance de l'univers manifesté, le mouvement ordonné de l'univers. Donc ça peut aussi se voir là-dedans. Je vous avais aussi dit dans le diable, dans l'arcane du diable, je vous invite à revoir l'arcane du diable aussi, évidemment. Vous avez sur le 3e septénaire, celui du haut, hein, ça commence par le diable et ça se termine par le monde. Et donc on peut voir que là aussi il y a une inversion. On peut dire que le 3e septénaire, l'étage supérieur, eh bien il commence par le monde, c'est-à-dire le démon, et il finit par le monde. C'est-à-dire que vous avez du démon au monde. Ce septénaire, il va du démon au monde. C'est aussi le verlan aussi fait partie parfois du langage des oiseaux. On peut voir aussi ce lion ici, hein, avec toujours sa petite patte de mouton. Hein, vous savez, le mouton, ou l'agneau de Dieu, je sais pas comment on dit, le mouton de Dieu qui enlève les péchés du monde. Mais on voit que le lion ici, il peut faire penser au lion de la force. On voit qu'ici, il est totalement apprivoisé, le lion. Dans la force, il fallait l'apprivoiser, là, il est pas tant. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. C'est, vous savez, dans beaucoup de méditation, il y a un côté en pleine conscience. La pleine conscience, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on est en pleine conscience du monde, de l'univers, de tout, du grand tout. Alors, les gens qui font des expériences de mort imminente, et des fois ils disent qu'ils avaient l'impression d'être omniscients, de tout savoir, d'être dans cette pleine conscience absolue. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, il y a quelque chose de la lumière au bout du tunnel, là. On peut retrouver. Je vais en rester là parce que j'ai fait très long. Ben voilà, c'est terminé pour les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Tout ça n'était absolument pas exhaustif, bien sûr, n'était aussi que mon avis souvent, par rapport à mes
mes connaissances, mes lectures, par rapport à mes impressions, etc. Tout ceci n'est pas à prendre au pied de la lettre, ça peut vous aider, vous, à vous faire un avis. Voilà, tout peut être remis en question. Vous voyez, par exemple, là, c'est le chiffre 21. Faites 21 divisé par 7, vous obtenez 3. Donc, 3 chiffres du triangle, les chiffres de l'esprit, donc c'est intéressant. Mais si vous allez jusqu'à 22, pourtant il n'y a pas 22 numéros, mais il y a bien 22 arcades majeures, 22 divisé par 7, là ça va vous faire pi, 3,14 à peu près. Ça fait 3,14, mais c'est pas tout à fait pi, derrière, sur ce qui suit. Mais enfin c'est 3,14 quand même. Donc il y a des choses intéressantes aussi à regarder, il y a tellement de choses à dire en fait sur les tarots, que évidemment tout ne peut pas être dit comme ça dans une vidéo, mais comme après je ferai quelques tirages, tout ça, on y reviendra. Je vais aussi donc, montrer un peu des formes de tirage, et on va passer aussi, je ferai une ou deux peut-être vidéos de structure du tarot des lames mineures, et puis après on passera aux lames mineures, où vraiment je ferai lame par lame, vraiment à mon sens 5-6 minutes par lame suffira, parce qu'il y en a quand même 56, donc voilà. Je suis déjà bien content d'avoir terminé les 22 majeurs, et merci à vous de me suivre, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, et voilà, et mettez-moi des commentaires, ça me fait à chaque fois super plaisir. Et puis voilà, puis je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!